cesser de cadrer les enfants et on voit bien ce que ça donne, ça déborde de tous les côtés. Il y a des buts économiques qui sont rarifions les postes de français, de maths, de toutes les sciences dures en quelque sorte, et en même temps plions-nous aux contraintes de ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, c'est-à-dire au modèle européen qui stipule qu'il y aura 10% de cadres et 90% d'exécutants. Le problème même, c'est qu'on est passé dans un système pseudo-démocratique qui en fait maintient au pouvoir toujours la même caste en quelque sorte, qui brille au fond par une immense incompétence, mais qui fait tout au fond pour se maintenir en brimant ou en bridant les individus d'élite qui pourraient le remplacer. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous faisons cette seconde émission de l'année avec Maxime Gabriel. Bonjour Anne et bonne année à vous. Merci. De bons films surtout, hein, de bons films, que nous ne perdions pas de temps dans les salles obscures avec des choses nulles. Deux grands films ce matin, un moins bon. J'ai nommé Timbuktu et Coming Home. Alors, vous avez vu Timbuktu? J'ai vu Timbuktu, j'ai aimé. Alors, l'histoire, disons-le tout net, ça ne passe pas dans tous les cinémas, donc on peut aller dans notre cinéma comme tous les bons films, qui est le Balzac bien entendu à Paris. Donc Timbuktu, c'est un film qui est assez court, hein, qui dure à peu près 1h30, et qui raconte l'histoire d'un pays qu'on ne décrit pas, mais qu'on devine. Un village malien. Le Mali, un village. Près de Tombouctou. Près de Tombouctou, dans lequel viennent de débarquer des hommes étrangers. Des djihadistes. On comprend que ce sont des Libyens et assimilés, qui sont des djihadistes et qui mènent la vie dure à tout le monde. Hein, voilà, il faut le dire de façon claire. Qui impose la charia. Qui impose une charia, mais une charia idiote, c'est-à-dire une charia qui n'est ni expliquée, ni documentée, ni acceptée, ni comprise, ni rien du tout. Qui est contredite par l'imam local. En général par l'imam local, hein, qui leur explique que la charia ne peut pas être imposée, que des mesures ne peuvent pas être imposées, mais expliquées ne peuvent être qu'acceptées par les gens. Et que le djihad est intérieur. Et que le djihad est intérieur. Et qu'avant de faire la guerre aux autres, il faut se faire sa guerre à soi-même, voilà, pour se rapprocher du Seigneur. Ce qui est quand même une leçon d'humilité et de paix assez intéressante. Et il est évidemment opposé à ces djihadistes. Surtout, le grand intérêt du film, à mon avis, c'est qu'il montre deux choses. La première chose, c'est le pouvoir de ces terroristes, parce que ce sont des terroristes, qui est permis par la non-réaction des gens. En fait, parce qu'ils sont très peu nombreux, ils sont une quinzaine, et c'est le fait que les gens ne réagissent pas, et les pouvoirs publics encore moins, qui rend ça possible. Oui. Voilà. Donc, l'absence de résistance. Maxime, je vous réponds, les Africains sont absolument complètement démunis, c'est un village très pauvre, et ces Libyens arrivent avec 4x4 et fusils mitrailleurs. C'est vrai. Mais là, le pouvoir est tout de même, la force est de leur côté. Leur force est de leur côté, mais les autres sont plus nombreux. Alors évidemment, moi je pense que la résistance est quand même une donnée essentielle. Et la deuxième chose qui est assez intéressante à voir, c'est que on voit le double langage de ces djihadistes. On en voit un, par exemple, qui explique qu'il ne faut pas fumer, que tout doit être haram, que toucher les poissons sans des gants, c'est haram, c'est impur, mais lui fume en cachette. Lui fume en cachette. Alors, et il est repéré par son chauffeur. Et il est repéré par son chauffeur qui lui dit « avec moi, il n'y a pas de problème, tu peux fumer tranquille ». On voit aussi que beaucoup font ce djihad, qui n'est pas vraiment un djihad, parce qu'aller massacrer des villageois sans défense, c'est quand même pas franchement les croisades, ne comprennent pas tellement ce qu'ils font là. Ils sont plus en quête de sens qu'autre chose.
ce qu'on peut retenir du film, donc c'est vraiment cette vision cataclysmique en quelque sorte, de la foudre islamiste qui s'abat sur ce village africain. En même temps, c'est un beau film. C'est un beau film avec des paysages incroyables, de très belles lumières. C'est un film d'une poésie extraordinaire, d'une grande poésie. Il y a ce structure. Tout est bien conçu. Très très belle. Tout est bien conçu. Et il y a ce moment, il y a quelques moments comme ça d'envolées lyriques qui sont vraiment spectaculaires. Alors, il y a ce moment notamment où on interdit aux jeunes de jouer au foot. Et on les voit du coup jouer au foot sans ballon. Oui, ça rappelle une autre scène du cinéma, c'était le cinéma anglais, qui est une partie de tennis, sans balle. Donc, c'est vraiment d'une grande poésie. En même temps, il y a des instants d'une grande cruauté et très crue. On n'y va pas avec des enfants. On n'y va évidemment pas avec des enfants. Il y a notamment une scène de lapidation qui est très rapide, mais atroce. Rapide, mais qui est en même temps, je dirais pas atroce, parce qu'on n'en rajoute pas dans le pathos, on n'est pas dans du cinéma français, vous savez, où on en fait des tartines. Mais elle existe, elle est montrée dans toute sa réalité, dans toute sa cruauté, mais sans en rajouter. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais c'est vraiment, vraiment un très grand film du cinéma africain. C'est un très grand film, c'est une vraie leçon de vie. Alors, le petit pied de nez, c'est que c'est tourné avec le soutien de la République islamique de Mauritanie. Alors, je ne sais pas si les Mauritaniens l'ont fait en comprenant parfaitement que ce film était quand même un moyen de critiquer cet islamisme radical qui débarque en Afrique. Je ne suis pas sûr que les Mauritaniens aient tout compris. Mais en tout cas, c'est un film qu'il faut voir absolument, parce que ça en dit très très long sur l'islamisme en Afrique. Et vraiment le danger de l'Afrique. C'est d'autant plus pesant qu'on est dans une Afrique francophone. Alors au début du film, on voit... Ils sont obligés de parler en anglais. Ils parlent dans différentes langues parce qu'il n'y a pas que des gens du village, il y a aussi des nomades, etc. On voit des gens qui parlent en anglais et puis tout à coup on réalise qu'en fait les gens sont francophones, qu'ils parlent en français. Il y a notamment un moment où les islamistes parlent de Zidane et des matchs de foot entre la France et le Brésil et la Coupe du Monde qu'on connaît tous. Et c'est assez effrayant parce qu'on se dit que en fait, peut-être certains même sont-ils français dans ces djihadistes. Et on prend conscience. Non, ils ne sont pas français, ils s'expriment, ils sont incapables de s'exprimer en français, ils ne peuvent s'exprimer qu'en anglais. Nous allons donner la bande-annonce. Nous allons donner la bande-annonce. Qui va inviter nos téléspectateurs à vraiment voir ce très très beau film. هل تعرف أن الكرة محرمة؟ كفر مسا. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. أمني لا. سنغصتك صوته دوالي. لك دغوك صوته. بس كان تقولي. لما كان تقولي كجاك فريكة. كراسة. لا ما بقول تقولي فيها. فلافلاني. أياتك. قلنا أنا كافكان كنا بيرنا كنا بيردو. أكاك كذا كأني أكاسبا. نكون تادو. إيه. وش ما يوان؟ والله. Koyene façon ye ngo bale molu tomboktu yene façon ye قولوا لا تغطي راسها مش مليحة demu somanu me kasilala أنا صريت كده وراس نقرأ سدي تجيت نطقنا. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم إنكم تسيئون للإسلام والمسلمين. تقول جهادي كنا. سندو فدود التمسي ولا ما تويس استماغدر ما تنفت ما على تويت. أنا بس أنا صادت وجوات واتسن. أنا وارا كفاد بدد. فري هذا الناس الدين تويك النسنين فراس الدين تويك النسنين دامت الشيك. فأين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ Ce très beau film, on l'a dit juste avant la bande-annonce, ma chère Anne, mais qui pourrait être une palme d'or un de ces jours, en tout cas qui a été décrit comme palme d'orisable par mais qui n'a rien nul, bien entendu. Non, parce qu'il n'y avait pas de sexualité débridée qui aurait pu lui permettre d'avoir un prix, par exemple le prix Un Nouveau Regard. Vous voyez, donc là, il aurait fallu que les djihadistes couchent entre eux. Je sens votre insolence, Maxime Gabriel. Deuxième film très beau, Coming Home.
qui est le retour, enfin c'est le film d'un cinéaste chinois très connu qui a écrit Le Sorgho rouge. C'est le récit pathétique de l'attente d'une femme du retour de son mari qui a été mis dans un camp de prisonniers, qui a été politiques, relégué en Chine, donc pendant la révolution culturelle. Alors, c'est une histoire atroce parce que c'est la fille de la maison qui a dénoncé son père. Elle voulait être le rôle principal dans un ballet patriotique et donc il fallait dénoncer. C'est donc comme une pièce de théâtre, si vous voulez. Nous sommes dans un appartement et nous attendons, et cette femme se rend tous les 5 du mois à la gare pour attendre son époux. Ce qui est d'atroce, c'est qu'elle ne le reconnaît pas, elle est amnésique après des chocs et après autant de souffrances. Et on a l'impression que c'est le symbole de cette Chine qui a oublié ces affreuses déportations. Qui veut oublier son passé. Et qui veut oublier son passé. Ou en tout cas le cacher suffisamment bien pour qu'on croie qu'on l'oublie. Et les personnages jouent absolument magnifiquement. Gong Li, l'héroïne, est magnifique. C'est des gros plans sur son visage absolument tout le temps. Et elle a un visage fantastiquement expressif. Là aussi, c'est d'une grande poésie. Et c'est un film à aller voir en famille, indiscutablement. Ce qui est intéressant quand même, ma chère Anne, c'est que de plus en plus on voit de très bons films qui sont des films étrangers et extra-européens, et on voit que le cinéma mondial se réveille. Oui. Et il se réveille d'autant plus que le monde bouge et se rapproche en fait. Et ce qui est quand même assez questionnant, c'est que manifestement, ni au Mali, ni en Mauritanie, ni en Chine, il y a le Centre national de la cinématographie pour soutenir la création cinématographique contemporaine. Mais et pour le coup, ils arrivent quand même à faire des films incroyables qui sont montrés dans le monde entier et qui surtout posent des vraies questions, des questions qui vont un peu plus loin que les amours par SMS de telle ou telle starlette débridée qui, dans son quartier, serait amoureux de plusieurs filles en même temps, parce que généralement, on en est là dans le cinéma français. Et je pense que ça pose une vraie question sur l'avenir du cinéma français qui est sous perfusion en permanence de subventions, mais qui n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Là, c'est l'homme du patrimoine français qui parle. Dernière réflexion à propos de ce film Coming Home, Retour à la maison, le pardon que va donner celui qui a été dénoncé à sa fille et qui va recréer une atmosphère de famille, qui va recréer la famille. Exactement comme dans le film L'homme du peuple de Vajda. Oui. Vajda pardonne à ceux qui dénoncent. Oui, il y a une dimension très christique. Il y a une dimension très chrétienne qui est bien belle dans ces deux films. Troisième film, alors La famille Bélier. Vous allez la défoncer. Alors je ne vais pas la défoncer parce que j'aime pas le mot défoncer. Disons que c'est un film dans lequel il y a du positif. Alors le positif, d'abord les images sont jolies et c'est un film qui rassure. En fait, vous prenez dans un shaker ou dans un grand saladier, ça dépend si vous êtes plutôt cocktail ou pâte à crêpes, vous prenez un épisode de Joséphine Ange Gardien avec tout ce que ça peut comporter de bons sentiments, de happy end, etc. Vous ajoutez l'intrigue de Sister Act, vous savez ce film américain des années 80 où Whoopi Goldberg arrive dans un couvent qu'elle va réveiller par le chant et la chorale. Vous ajoutez une intrigue façon L'amour est dans le pré. Une famille. Le tout se passe dans la Mayenne, dans une ferme mayonnaise où vous avez un petit paysan qui a ses vaches, qui a ses terres. Un grand paysan, il est très grand. Qui est très grand, mais enfin, qu'on devine pas très riche, mais enfin quand même, il a les moyens en allant au marché. Ça réussit, d'avoir une jolie maison décorée un peu façon côté ouest, avec juste une petite cuisine en formica pour faire moins riche. Mais il a quand même des jolis costumes. Rien ne vous échappe, Maxime. Et des gros tracteurs tout neufs. Hein, donc il est mais leur particularité à cette famille, c'est qu'ils sont quatre, ils sont sourds-muets. Tous sourds, sauf une. Donc voilà, donc Sister Act, plus L'amour est dans le pré, plus un petit côté ouest, vous ajoutez un bon France 3 région Pays de la Loire, le tout façon Joséphine Ange Gardin, vous mélangez très très fort. C'est donc un film qui est joli, qui rassure, qui finit bien. Et à vrai dire, on n'était pas très anxieux de la fin dès qu'on avait vu le départ. Maintenant, donc
en 2 mots, hein, c'est comme vous le dites à l'instant, une famille de paysans, ils sont tous sourds, la mère est jouée par Karine Viard, qui est d'ailleurs très bonne dans le film. Très bonne, excellent. Le fils, qui est un peu idiot, ado, déluré, qui fait ses premières expériences sexuelles. Alors je vous passe tout le côté pathos, il essaye, il est allergique au latex. Enfin, toute chose dont on aurait pu se passer dans un film. Il y a un petit côté quand même, il y a un petit côté grossier. Il y a trois scènes, mais vraiment d'une grossièreté. Qui n'ont aucun intérêt. Bon, les paysans ne sont pas plus impudiques que les autres, que les gens des villes, plutôt moins d'ailleurs. Alors oui, il y a en permanence une dimension sexuelle, mais qui n'apporte rien au film en fait. Ça c'est un peu lourd. Pour nous montrer que les sourds-muets sont capables d'avoir des rapports sexuels, alléluia, bon la preuve ils se reproduisent. Tout ça est inutile. En fait, ça, c'est la couche pathos du TF1 mardi soir. Mais il y a une touche drôle, ça je voudrais la souligner. Le fermier va se présenter aux élections, le maire sortant est absolument furieux. Mais enfin, pourquoi voter pour un sourd-muet? Et il y a cette réponse fantastique du sourd-muet. Et pourquoi voter pour un con? Certes. Et puis, il y a la scène de la campagne électorale avec la réunion, le meeting, et les gens qui demandent donc au fermier, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et le fermier qui a décidément le verbe clair et net, rien. Donc ces 2 scènes-là sont quand même jolies. Et puis le chant. Moi j'aime beaucoup les films où il y a du chant. Oui, alors d'accord. Mais sur la dimension politique, j'ai trouvé ça vraiment faiblard. C'est du niveau politique de villageois qui n'apporte rien. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Bon. C'est pas le propos du film en réalité. J'ai trouvé ça très faible. Moi, le seul moment que j'ai trouvé intéressant, c'est le moment où cette mère qui est sourde-muette dit à sa fille qu'elle aurait préféré qu'elle soit sourde-muette pour qu'elle soit comme eux. Donc là, en fait, c'est le seul moment du film où il se passe quelque chose, c'est-à-dire c'est la question de l'altérité qui est traitée d'une façon prise un peu à contre-pied. De l'altérité et de l'identité. Et de l'identité, bien entendu. Et il y a cette phrase aussi, Barack Obama est noir, comme moi je suis sourd. C'est mon identité. C'est vrai. C'est une réflexion assez profonde. C'est une réflexion profonde, mais qui, hélas, est très ténue dans le film. C'est-à-dire qu'on a, je rassure nos téléspectateurs, plus de sexe que de réflexion, parce qu'il ne faudrait quand même pas que le téléspectateur soit tellement dans ses pensées qu'il ne puisse pas comprendre la publicité Coca-Cola qui arrive pendant la... Mais nous allons offrir aussi la bande-annonce. Voilà. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'est étendue. Est-ce que ton père aimait la crème que j'ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Allez, fais un effort. Bah viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir. Il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigot. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole.
Et puis, dernier film... Alors, peut-être, si vous me permettez de terminer sur ce film en disant qu'effectivement, le côté positif, c'est le chant. Oui. Alors, on reprend Michel Sardou, c'est vrai que c'est assez original. Pourquoi s'entêter à reprendre du Bach ou les petits chanteurs à la croix de bois quand la Java fait parfaitement l'affaire? La scène finale est très touchante, hein, puisqu'on n'en parle pas, mais elle est très touchante. Bon, pour moi, c'est un joli film, si vous voulez, qui ne fait pas réfléchir, qui ne pose pas de questions, qui est rassurant, qu'on peut aller voir si vraiment on n'a rien à faire. Mais franchement, quitte à dépenser 12 €, autant aller voir Timbuktu aussi. Cinéma, attendre 1 an ou 2 que celui-ci passe sur TF1 un mardi soir, on aura la même chose, les mêmes bons sentiments. Pour un peu, on pourra éviter le Joséphine Ange Gardien de la veille, et donc finalement, c'est un Joséphine Ange Gardien du riche. Très bien. Vous avez vu Exodus? J'ai vu Exodus. Alors écoutez, Exodus, c'est Ben-Hur. Voilà. Oui. C'est Ben-Hur, mais avec plus d'effets spéciaux et moins d'intelligence. Donc, en fait, on peut racheter le DVD de Ben-Hur ou attendre sa 54e rediffusion. On passera un aussi bon moment. Pour être plus sérieux, c'est un film avec évidemment de belles images, des effets spéciaux qui vont parfois un peu trop loin, le moment où la mer se referme sur les soldats égyptiens. Bon, tout ça est un peu pathétique. Bon, on est moyennement pris par l'intrigue, il faut bien le reconnaître. Il y a des choses qui m'ont un petit peu dérouté, alors notamment, il y a le moment où Moïse, évidemment, qui, dans sa retraite, va rencontrer Dieu. C'est le fameux épisode du buisson ardent. Alors, comme ça aurait été peut-être un tout petit peu trop subtil, le buisson ardent, on voit le buisson qui prend feu, mais un feu très bleu, pour bien comprendre que ce n'est pas un feu ordinaire. Et là, un enfant apparaît, habillé un peu comme le Bouddha, mais il est blanc. Voilà, nous sommes évidemment dans l'Égypte ancienne, l'enfant est blanc, donc Dieu est blanc, c'est quand même un petit peu étonnant, et blond, voilà, dans cette Égypte ancienne et sémite. Et donc cet enfant va parler à Moïse, mais les autres ne le voient pas, les autres ne voient que le buisson. Donc là, il y a quand même une démarche qui m'a semblé un petit peu grotesque, parce que est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir cet enfant qui parle à Moïse pour comprendre que c'est Dieu qui s'adresse à lui? On voit cet enfant qui est à côté de lui au moment où Moïse sculpte les tables de la loi. Là aussi, tout ça, c'est quand même Est-ce que vous savez qu'il y a une polémique que le film est interdit en Égypte? Parce que le réalisateur dit que ce sont les Juifs qui ont construit les pyramides. Exactement, mais c'est le seul bon côté de ce film, c'est qu'en fait, il a un message, et ce message, il est double. Le premier message, c'est les Juifs ont construit les pyramides, ce qui, à mon avis, est faux, mais pourquoi pas. Le deuxième message, c'est surtout de dire que l'ensemble du monde, de la péninsule arabique actuelle, est en fait, à l'origine, tout sauf arabe, puisqu'elle a été égyptienne, elle était hittite, elle était hébraïque, évidemment, pendant longtemps. Et donc, ça laisse penser, bien entendu, ça remet à leur place les musulmans qui sont là, et qui sont là depuis maintenant 1300 ans. Mais en tout cas, ils n'étaient pas les premiers à occuper cette terre, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. On entend parfois des discours nous expliquant que ce sont les chrétiens qui ont chassé les musulmans, ce qui n'est quand même pas tout à fait la réalité historique. Donc ce film a au moins le mérite de rappeler à ceux, mais je doute qu'ils soient très nombreux sur notre antenne, qui ne le sauraient pas, que l'Orient était habité par des gens qui n'étaient pas musulmans au moment de la naissance du Christ, et même avant le Christ. C'est quand même édifiant. Très bien, Maxime. Alors, dernier film que je voudrais évoquer, il se donne dans très peu de salles, notamment au Saint-André-des-Arts, mais il va peut-être se développer, et je crois en tout cas qu'il faut aller le voir. Il se donne aussi à Garches. C'est M et le troisième secret. Alors, on reste dans le religieux. C'est le film, on reste dans le religieux. C'est un film, oui, mais là, un petit peu plus sérieux. C'est un film de Pierre Barnérias. C'est une enquête assez extraordinaire sur les apparitions mariales et sur le troisième secret de Fatima. Toutes ces apparitions de Marie, donc à Lourdes, à Fatima, à la Salette, à Medjugorje, et des témoignages de miraculés, le rappel des messages de ces vierges, dans ces apparitions, de la Vierge, dans ces différentes apparitions. Il y a même une vierge, les vierges qui pleurent au Japon et à Garches-les-Gonesse, beaucoup plus récemment.
Ce chiffre étonnant, 20 000 apparitions mariales, 7 000 personnes miraculées et 70 miracles qui ont été authentifiés à Rome. Et puis, donc, cette annonce de ce troisième secret qui est tout de même terrifique, puisque c'est vraiment, en quelque sorte, l'Apocalypse qui est annoncé, et en tout cas, d'effroyables destructions, y compris en Europe. C'est Vous voulez dire que la démolition de Paris ne sera pas le fait d'Hidalgo, finalement? Non. Non, non. Ou alors elle serait. Non, mais là, non, mais là, il n'y a plus rien à rire, il n'y a plus de sujet à rire. L'un des messages de la Vierge à la Salette, c'est repentez-vous, je ne pourrai pas retenir le bras de mon fils plus longtemps. Voilà ce film qui est magnifique. On apprend beaucoup de choses. Et on peut y aller en famille. Certains, bien sûr. Certains diront qu'il est Dieu tout-le-mondiste, comme disait Volkov, puisqu'on parle beaucoup des Juifs et des musulmans, mais c'est tout de même une mise en valeur de Marie et de ses messages à tout à chacun, y compris que l'on soit chrétien ou pas. Et en cela, c'est un grand film qu'il faut aller voir. Merci. Et en famille, et Timbuktu avec pas des enfants jeunes, mais des ados, c'est possible. Et Coming Home. Coming Home, bien entendu. La famille Bélier, si on s'embête. Et Exodus, on peut même y aller avec des enfants, pas trop petits bien sûr, mais ça peut être une entrée en matière pour l'Ancien Testament, vous savez, qui est toujours un petit peu rébarbatif quand on le lit. Absolument. Qu'on peut après compléter à la maison par une version un petit peu plus sérieuse de l'étude biblique. Merci beaucoup, Maxime Gabriel. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Martin Pelletier. Bonjour, bonsoir. Nous recevons ce matin à la fois un grand écrivain et un journaliste. Cela arrive. Un journaliste qui a bien connu Éric Zemmour, puisque vous avez vu ses débuts au Quotidien de Paris, où vous avez sévi longtemps. Ses premiers pas, c'était en 1986. Alors, tous les ans, Philippe Tesson sortait de sa manche un nouveau, quelqu'un de tout à fait inconnu, pas quelqu'un comme Dominique Jamais qui était déjà connu, mais oui. Voilà, moi j'étais là depuis longtemps déjà, je suis arrivé en 79, puis j'ai vu arriver ce jeune chevreau avec ses boucles noires et son caractère déjà bien affirmé, et qui lui a valu d'ailleurs quelquefois d'avoir des petits ennuis au quotidien déjà. Grand travailleur. Grand travailleur. Grand travailleur qui nous a donc offert ce livre masse, ce livre qui est un immense succès de librairie, et ce livre qui rencontre à la fois l'amour des lecteurs, un amour inconsidéré des lecteurs, et par contre les critiques acerbes des intellectuels. Oui, tous les médias et le système et les politiques de Manuel Valls, tout le monde est contre Éric Zemmour pour son livre Le suicide français. Et moi, qui le connais bien, moi qui l'ai lu, d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que tout le monde l'ait lu en parlant, hein. Et là, je me suis dit, pourquoi tant de haine? Et d'un autre côté, aussi, pourquoi tant d'engouement? Pour moi, il ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Des choses qui sont dites, qui sont très vraies, d'autres qui sont moins vraies, et le tout dans un grand mélange, si on veut. Pour moi, voilà, j'ai voulu me poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et essayer de dire un peu qui est Éric. Et donc, vous écrivez ce petit livre chez DIE, À poil Zemmour. À poil Zemmour. Petit livre qui est fin comme une lame, qui n'est en aucun cas agressif à l'égard de Zemmour. Vous le dites bien. Même quand tu m'agaces, cher Éric, je serai toujours avec toi. Première réflexion, ces intellectuels n'aiment pas le réel.
Hier, il y a eu Le Camp des Saints de Raspail. Il y a eu Notre-Dame, ce roman sur l'islamisation de la France, Notre-Dame de Paris, la mosquée de Notre-Dame de Paris, le livre de Houellebecq, avec l'annonce d'un président islamique. Et à chaque fois, nos intellectuels se crispent en disant « mais enfin, quelle horreur !» Juppé a encore critiqué le bouquin de Jean Raspail, Le Camp des Saints, alors qu'on voit apparaître sur nos écrans un cargo tous les 2 matins. Alors Alain Juppé se caractérise par une plume extrêmement fine. Je ne sais pas si vous avez lu toute l'œuvre d'Alain Juppé, qui est grandiose. Ah ouais, non, c'est un clown, Juppé, c'est un clown triste, mais c'est un clown qui a montré sa capacité quand il était à Matignon. Il a quand même à la fois provoqué les plus grandes grèves depuis la Libération, d'un côté, et de l'autre côté, il est tombé sur la dissolution de l'Assemblée qui a envoyé son camp ad patres. Donc, je pense qu'Alain Juppé est un de ces clowns qui font partie du paysage médiatique et qui sont là pour dire ce que le système attend de lui. Bon, on peut préférer d'autres livres de Raspail au Camp des Saints. Il a tellement écrit des choses si belles que chacun préférera ceci ou cela. Mais ce qu'il est impossible de nier, c'est que Les Camps des Saints a été un livre prophétique. Voilà, comme les déclarations d'Enoch Powell, 4 ans plus tard, l'anglais Enoch Powell, 4 ans plus tôt, en 1969, qui annonçait ce qu'allait être le destin de ce continent. Et ce destin est maintenant avéré, et les 3 sages de Nico sont encore les mains sur les yeux, et incapables de dire la vérité, incapables d'entendre qui que ce soit. Alors comment expliquez-vous cette maladie, cette maladie des 3 singes? C'est pas une maladie, c'est un système. Moi, je suis résolument conspirationniste, résolument complotiste. L'histoire est faite de dessins, avec un E, de dessin, et donc de conspiration, de complot. Quand on était petit, on apprenait bien la conspiration de Catilina, puis on a vu le Watergate. Il ne faut pas croire que les politiques soient des anges. Donc il y a un dessin qu'on a vu d'ailleurs se dessiner, si j'ose dire, par les indications de l'ONU dans les années 90 qui indiquait que l'Europe avait besoin de 150 millions de migrants en plus. C'est pas moi qui l'invente. Oui. Ce sont dans des textes qui sont écrits. Oui. Il y a un dessein de submerger l'Europe, il y a un dessein de casser nos nations. Tout cela est avéré, prouvé et documenté, comme on dit en histoire. Donc voilà, c'est pas les hommes politiques du type Juppé sont de simples complices, sans d'ailleurs beaucoup de talent, parce que quand j'entends Juppé dire que Raspail manque de talent, je tâche les attraper et à se les mordre, comme disait vous écrivez, Martin Pelletier, si on n'est pas un esclave né, on prend le chemin de la contestation. Bien sûr, c'est ce qui arrive petit à petit à Éric Zemmour. Moi, ça m'est arrivé il y a beaucoup plus longtemps, c'est pour ça que je pense avec beaucoup de philosophie maintenant, enfin, et un peu d'aigreur quand même, parce que on regrette toujours de ne pas avoir gagné, d'abord de ne pas être riche considéré, et puis de ne pas avoir gagné la bataille politique. Et la question aujourd'hui, c'est comme toujours, c'est ce que Pierre Boutan, il a fait un beau livre là-dessus qui s'appelle « Reprendre la parole ». Nous avons du mal, les gens normaux ont du mal à reprendre la parole. C'est pour ça que, tout en me moquant beaucoup d'Éric, qui a des défauts comme tout le monde, et dont le livre n'est pas parfait, il a ce mérite d'aider à reprendre la parole. Alors, ce livre, Le suicide forçat, est un catalogue de toutes les capitulations du pouvoir devant les lobbies, les cocos, les trotskos, les islamistes, les sionistes, enfin, c'est toutes les capitulations. Il s'appuie sur... Non, pas toutes, il y en a d'oubliées. Il y en a quelques-unes d'oubliées, vous avez raison, ça c'est la première critique. Bon, appuyé. Alors, il s'appuie sur des faits très précis, c'est en cela que c'est très intéressant, parce qu'il nous fait revivre un film de tous ces 30 glorieuses ou 40 glorieuses, avec des chansons, avec des matchs de foot. Bon, qu'est-ce qui vous agace dans ce récit, dans ce catalogue? Alors, il en manque. D'abord, il en manque. 2, je dirais, il y a des points de détail qui sont faux. Puis tout ça est un peu... Je parle de gloubi-boulga, parce que tout ça est un peu farfouillou de temps en temps. Mais le problème n'est, à mon avis, pas là. Enfin, ce que je repense au fond, c'est tout simplement, quand on parle de suicide français, il faut définir 2 choses. Ce qu'est un Français, d'abord, et ensuite, de quoi il meurt. Moi, je pense que sur
l'analyse de l'identité française, Éric Zemmour ne va pas assez loin et il se trompe sur cette question, notamment sur les fondements historiques. Les causes. Et sur la question du suicide, là, c'est là le plus grave, il n'y a pas suicide, il y a meurtre, et il y a meurtre avec préméditation, donc c'est l'assassinat français. Les Français, depuis un certain temps, crient comme des veaux. On a bien vu le succès qu'a eu Jean-Marie Le Pen depuis les années 80. Les Français gueulent de tout ce qu'ils savent. Ils essayent de voter, ça ne débouche jamais. Et voilà. Et donc, il n'y a pas du tout suicide. Il y a meurtre avec complicité. Avec complicité d'une grande partie des élites, une grande partie, presque la totalité des médias, et d'une bonne partie des élites dites sociales et financières. Mais encore une fois, ce n'est pas un suicide. Quant à l'identité française, il faudrait quand même y revenir largement, parce que je pense qu'une des grosses erreurs d'Éric Zemmour, c'est qu'il ne comprend pas que la France n'est pas la République. Voilà. Et que la République est précisément la République, ce qu'on appelle en France la République française. On peut imaginer d'autres formes de République. La République française est là, depuis son origine, pour tuer la France. Voilà. Et la Troisième République qu'il porte au pinacle, pour moi, c'est la pire des merdes. Voilà, tout simplement. Et c'est une merde dangereuse, naturellement. Parce que les merdes, il suffit de les éviter quand on est dans la rue. Mais là, non. C'est une merde qui nous a foutu la vérole. Voilà, tout simplement. Alors, ces deux héros, d'ailleurs, sont quand même emblématiques d'un certain déclin et de catastrophe sans nom. Ces deux héros. Alors, quels sont-ils? De Gaulle et Bonaparte. Voilà, et il y en a un troisième qui est Clémenceau. Clémenceau. Qui est aussi là. Mais alors, Clémenceau, c'est quand même. On sait le père de la victoire, mais c'est d'abord le type qui, pendant tout le début de la Troisième République, ne fait n'a que des actions anti-françaises, à proprement parler. Et d'ailleurs, qui pendant la guerre 14-18 refusera la paix séparée. Pourquoi? Avec l'Autriche. Par haine, avec l'Autriche, excusez-moi, oui. Par haine du catholicisme, par un petit esprit franc-maçon. Mais s'il ne l'était pas, il l'était quand même complètement info-féodé. Voilà. Donc, et alors Bonaparte qui, évidemment, est un grand stratège, c'est évident. Évidemment, a le sens de l'ordre, c'est évident. Et évidemment, fait le Code civil. Mais dans le Code civil, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a d'autres qui sont très mauvaises. C'est comme d'ailleurs tous les codes. Bonaparte a un tempérament légiste. Et puis surtout, Bonaparte a tué l'ancienne France, encore une fois. De Gaulle, je n'en parle pas, parce que sinon, d'abord, on pourrait rester jusqu'à 3 h du matin, et ensuite, on pourrait s'énerver, parce que quand même, De Gaulle, c'est vrai, il a quelque chose de bien, c'est toute la fin. C'est-à-dire, entre 1963 et 1969, il a dit des choses bien. Mais entre 1940 et 1963, il a fait des choses mal. Et quand on dit, comme Éric, une des choses qui m'a bien énervé dans le bouquin de Zemmour, c'est qu'il dit que De Gaulle a sauvé l'âme française. Pas du tout, il l'a cassé. Il l'a cassé. Il a mis en opposition, je dirais, les deux meilleures parts de la nation. Toutes les élites, je parle des vraies élites, les élites morales et militaires et religieuses ont été, je veux dire, cassées par lui, parce que les uns étaient dans un camp, les autres dans l'autre, et il a été incapable de faire ce que souhaitait le colonel Rémy, c'est-à-dire, par exemple, réintégrer, réconcilier des gens qui s'étaient battus à un moment donné dans deux camps différents, mais qui tous deux se battaient honnêtement et honorablement pour la France. Et les enterrer dans la même vallée des morts, voilà. Comme Franco. Franco a été bien meilleur que De Gaulle, c'est clair. Bien sûr. Alors, toujours à l'occasion de cette époque, l'une des rages du milieu médiatique est l'esprit accommodant de Zemmour, on va dire ça comme ça, à l'égard du maréchal Pétain. Alors ça c'est pas tolérable. Alors, Éric Zemmour, il condamne Pétain, il condamne le statut des Juifs, il condamne tout ça, mais il reconnaît une chose que chacun a reconnue depuis Robert Aron, le premier. Et Fred Kupferman. Fred Kupferman, mais tout le monde. Le biographe de Laval. Bien sûr, par exemple. Tout le monde a reconnu qu'en France, contrairement en Hollande, en Belgique, ou encore
plus à l'Est, naturellement, mais des gens qui nous ressemblaient, la proportion des Juifs qui sont partis vers les camps est bien moindre, voilà, en France. Et la question qu'ils posent, et que les historiens sérieux ont résolu, c'est pourquoi? Parce que le régime de Vichy a conservé une certaine autorité, simplement nationale, sur son territoire, et qu'il n'a pas laissé la police allemande se servir, comme en d'autres pays. Bon, c'est une évidence que rappellent les témoins, que montrent les chiffres. Et là, c'est un drame de reconnaître ça, parce que ça veut dire qu'on ne condamne pas absolument et religieusement, on va contre le dogme, voilà. Et Zemmour, coupable d'être contre le dogme, est maintenant un paria. C'est pour ça que je parle, à un moment donné, de son alia vers l'extrême droite. Alia, est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le retour, mais ça veut dire aussi en hébreu l'élévation morale. Il faut beaucoup de... On s'élève en se détachant des mensonges. Voilà. Alors, il règle son compte à un historien pseudo-historien qui est Paxton. Alors là, c'est un passage très intéressant de son livre. Un très bon passage, parce que Paxton, qui est présenté ici comme le pape des études de la Seconde Guerre mondiale en France. Eh bien, regardez sa notice Wikipédia en anglais. Elle tient ça. Il est tenu pour rien du tout. C'est un type qui a donné quelques cours et écrit quelques bouquins. Mais il a dit ce que l'intelligentsia française voulait entendre, et donc il est considéré comme un pape. Par contre, vous célébrez quelqu'un dont les études sont extrêmement sérieuses. Ah ben oui, simplement je rappelle que on peut d'ailleurs le critiquer, lui aussi, mais pour d'autres raisons. Un général d'aviation qui s'appelle le général Le Groignac, qui n'est pas... Jacques Le Groignac, qui n'est pas, attendez, un nazi renforcé, puisqu'il a quand même commandé il a commandé une escadrille de Spitfire. Il a été cité 6 fois à l'ordre de l'armée pour les combats contre la Luftwaffe. Il a été général d'armée et chef de défense aérienne française jusqu'en 1974. Il a été enterré aux Invalides. Voilà. Ce général Jacques Le Groignac, tout de même, a été également chef de l'association pour la mémoire de la défense du maréchal Pétain. Et il a fait des études là-dessus. Alors on peut... il a écrit une dizaine de livres remarquables. Très sérieux. On peut critiquer certaines de ses positions idéologiques. Et bien sûr, tout le monde peut le faire. En revanche, on ne peut pas... nier ces travaux, cette documentation. Elle est fondée sur des études d'archives, sur les études diplomatiques, sur les archives diplomatiques, politiques. Il n'y a pas une phrase à retirer de ces livres, c'est assez extraordinaire. Je cite quelques titres où les aviateurs n'ont pas la réputation d'être légers et de batifoler avec les chiffres et avec les mots. Et en plus, ils ont une réputation d'arme de gauche. Parlez-en à des marins. Donc c'est pour dire. Et donc il a écrit Pétain et les Juifs, Pétain et les Américains, Pétain et les Allemands, c'est vraiment une œuvre très très intéressante. Mais comme vous le disiez, Paxton était là pour servir de caution. C'est un historien américain, c'est comme un théologien allemand. Théologien allemand, il dit n'importe quelle connerie, mais il est là pour dire le contraire de ce que dit le Vatican. Vous êtes plein d'humour dans cette affaire-là. Autre responsable de la décadence pour Zemmour, la féminisation de notre société. Or, vous n'êtes pas du tout d'avis que le monde s'est féminisé. Moi, je n'y crois pas du tout. Hélas, parce que je trouve très bien la féminisation d'une société, ou une masculinisation aussi. Ça va ensemble. Ou bien on se masculinise et on se féminise, ou bien justement, le vrai problème qu'il ne semble pas voir, c'est l'indifférenciation de la société. C'est l'unisexe. C'est aussi, d'ailleurs, il n'y a plus de barrières. Vous avez remarqué, plus de barrières, plus de frontières de langue, plus de frontières de nation, plus de frontières de sexe, de genre, puisque nous sommes dans LGBT, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières non plus de race, naturellement. Et puis bientôt, il n'y aura plus de frontières. Vous savez que l'ONU est en train de préparer
tout un droit du vivant, pour qu'il n'y ait plus de frontières entre l'animal et l'homme. Oui, voilà, oui, avec le transhumanisme, il n'y aura plus de frontières entre l'homme et la machine. Nous serons tous des juifs, nous serons tous des chiens errants. Des chiens errants, qu'est-ce que vous alliez dire? Ou des robots errants. Et c'est ça la vraie question, pas du tout. Moi j'ai lu le bouquin d'Éric Zemmour, le premier sexe, mais c'est plein de pataquès, justement, parce que ça ne voit pas ce problème-là qui est véritable. Sans compter qu'il a attaqué Marie-Antoinette, et ça, non. Et ça, vous ne voulez pas. Ça, je ne peux pas. Et ça, vous ne voulez parce qu'il faut quand même parler de ça. Tout ce constat du suicide français, en réalité, bien des journaux, vous-même dans National Hebdo, dans Présent, dans Monde et Vie, ces constats avaient été faits. Ces constats avaient été faits. Non seulement tous ces constats avaient été faits, mais les axes, justement, le fait que la France était tuée, mais la différence, justement, c'est que ce n'était pas une question de suicide, mais d'assassinat. Mais les choses, les éléments et même les idées directrices de tout cela, vous parlez de Présent National Hebdo, et vous avez raison, vous auriez pu rajouter Rivarol, d'ailleurs. Et Rivarol, bien sûr. Mais je me souviens de papier dans le Quotidien de Paris en 85, c'est-à-dire 30 ans, où je disais exactement la même chose. Voilà le problème. C'est que la difficulté, c'est que nous ne sommes pas arrivés à l'époque, tout en ayant à la fois la thématique, les éléments et, à mon avis, nettement les talents pour le faire, nous ne sommes pas arrivés à prendre la parole. Et la question est de savoir pourquoi. Moi, j'ai une explication, enfin, j'ai une hypothèse, c'est que pourquoi Jean-Marie Le Pen lui-même n'a pas réussi dans ces années-là. Parce que quand les choses ne sont pas encore jouées, on peut bien les dire comme ça, mais elles ne peuvent pas être puissantes. Et on ouvre le droit à la parole quand c'est terminé, que les carottes sont cuites. Aujourd'hui, vous avez 10 millions d'halogènes sur le terrain français. Ce matin, vous avez eu un commando qui a flingué les gens de Charlie Hebdo. 10 morts. Je ne suis pas pour Charlie Hebdo. Non, ils ne sont pas nos copains, mais quand voilà, même. Et qu'est-ce qu'a dit le chef du commando? Il a dit « le prophète est vengé ». Je crois que quand on peut massacrer des journalistes, fussent-ils d'extrême gauche, et comme ça, c'est quand même... Le pays n'est plus en état de se défendre. Il a passé... Alors, est-il mort ou peut-il encore avoir un rebond? Moi, j'espère qu'il peut avoir un rebond, mais il est tout près de la mort. Et encore une fois, ce n'est pas un suicide. Et la liberté d'expression est un leurre. La liberté d'expression, je vois bien de ce pauvre Zemmour. Par exemple, là, à Bruxelles, il devait aller faire une conférence, une signature à une librairie qui s'appelle Filigrane. Les gens, ce sont des gens de culture et qui défendent la liberté d'expression, mais ils ont supprimé la chose pour... crainte de troubles à l'ordre public. La liberté d'expression, c'est un slogan, ça n'a jamais existé nulle part, et ça n'existera jamais nulle part. On prenait l'exemple sous le général de Gaulle, demandait à Jacques Laurent et aux gens de l'Algérie française s'il y avait une liberté d'expression. Mais en 1830, c'était un slogan pour abattre Charles X. Après, ça a toujours été un slogan. Et aujourd'hui, croyez-vous que nous sommes libres de dire ce que nous voulons ici même à cette antenne? Vous savez bien que non, tout le monde sait que c'est une plaisanterie, mais personne ne le dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a justement pas la liberté de s'exprimer. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous lirez avec bonheur À poil Zemmour, parce que c'est un livre qui va plus loin, en effet, que Le suicide français, et qui est extrêmement bien écrit et qui... est important de lire au moment où tous les jours, on parle de cette zémourisation des esprits, exactement comme il y a 30 ans, on parlait de lepénisation. Le parallèle était étonnant quand même. C'est notre petit Le Pen d'aujourd'hui. Alors, il n'a pas la même carrure, mais il tient le même rôle, il a les mêmes ennemis, et à mon avis, il a les mêmes limites. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois contre le système, mais dans le système. Et c'est là que c'est très difficile. Quel est le bilan? Ce qui importe à une France traditionnelle, c'est de reprendre la parole, et c'est qu'elle ne soit pas limitée, et c'est-à-dire qu'elle ne soit pas ghettoisée. Or, Jean-Marie, avec toutes ses qualités, et Dieu sait qu'il en a, il a ghettoisé cette parole. Alors, est-ce que
Éric Zemmour peut déghettoiser cette parole. Je le souhaite, je n'en sais rien. Je préfère prier pour, mais je n'en suis pas sûr. Merci Martin Pelletier. À poil Zemmour, aux éditions DIE. Chers amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre chronique de Perles de Culture. Pour cette rubrique L'art en beauté, j'ai invité un peintre, graveur, Aude de Queyros. Bonjour Aude. Bonjour. Les téléspectateurs vous connaissent puisque vous êtes venu, connaissent, peut-être certains d'entre eux connaissent votre œuvre, et vous êtes venu rendre hommage à Philippe le Jeune, qui est mort l'an dernier, et dans l'atelier duquel vous aviez travaillé. Mais je ne suis pas une de ses élèves. Vous n'êtes pas une de ses élèves. Voilà. Vous, alors comment devient-on, Aude de Queyros, comment devient-on peintre, puis graveur, ou d'abord graveur, puis peintre? Comment est-ce que ça s'est passé? Et à l'écran, en même temps que vous parlez, nous allons voir défiler un certain nombre de vos tableaux. Alors, je vais dire des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui et qui sont complètement, je dirais, étranges. Pour moi, c'est une vocation, si on peut dire. Non, mais une curieuse vocation à laquelle j'ai beaucoup résisté. Parce que j'avais aussi beaucoup de curiosité pour le monde, de connaître le monde. Oui. J'avais un appétit immense et je n'avais pas envie de m'enfermer. Donc, quand j'ai Vous avez fait Sciences Po, je crois. Oui, quand j'ai eu l'âge de choisir, je n'ai pas choisi les beaux-arts. Mais vraiment, c'était quelque chose de conscient. Ne pas toucher peut-être à cette chose étrange, ce trésor que j'avais. Mais je voulais connaître le monde et donc j'ai fait Sciences Po. Et puis j'ai fait du droit aussi. Bref, j'ai fini mes études en droit et en Sciences Po. Mais j'ai fréquenté aussi en même temps les ateliers de gravure qui existaient à l'époque à Montparnasse, dont l'atelier de Henri Goetz, qui était un endroit improbable avant que la tour, ou au moment où se construisait la tour, impasse d'Odessa. Un lieu on passait sous le porche et on entrait peut-être au XIXe siècle. Bon. Et c'est là que j'ai appris à graver. Et c'est pourquoi ça a été la gravure, pourquoi ça m'a été ma porte d'entrée tout en faisant mes études. C'était quand je suis allée voir un jour un ami, je suis rentrée, j'ai senti l'odeur de l'encre d'imprimerie, l'encre des acides, du cuivre, et c'est presque par l'odeur, par le toucher que j'ai pas pu, j'en suis pas sortie. Voilà. Le charme d'une odeur, c'est fou ça. Alors mon arrière-grand-père était peintre et graveur, donc oui. Est-ce que ce genre de choses ne coule pas dans vos veines? J'en sais rien. Si. Mais en tout cas, il y a eu cette rencontre physique, si on peut dire, avec la matière. Et pourquoi je n'ai pas attaqué par la peinture? C'est pas la térébenthine qui m'a gagnée, c'est l'odeur du papier, enfin, toutes ces choses qui ne s'expliquent pas. Voilà. Et donc j'ai commencé à travailler comme cela. Et je me suis aperçue peu à peu, chose que je savais intuitivement avant, que je ne peux pas penser sans faire une image. Voilà, pour penser, il faut que je fasse des images. Voilà. Et donc, ça a été aussi le début de tout un fil d'Ariane, un fil rouge, où je me suis posé des questions, et c'est la gravure, c'est l'image, les images qui surgissaient, qui m'ont initiée à moi-même, au fond, mais aussi au monde, qu'est-ce que créer, pourquoi un homme a-t-il cette nécessité si mystérieuse? Parce que, justement, cette vocation est de l'ordre de la nécessité. Pourquoi cette nécessité intérieure, surtout à une époque où le peintre est un graveur, ça n'a aucune importance. On ne gagne pas sa vie avec ça, on ne fait rien avec ça. Aujourd'hui, et puis à cette époque, c'était déjà le cas, vous faisiez ça et vous étiez même considéré comme
comme quelqu'un qui va contre la société, contre le bien, contre le vrai. Donc, il n'y avait absolument aucun intérêt matériel ou de gloire à pratiquer ce genre de métier. Alors voilà, j'ai été prise par la nécessité et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez choisi quelles sont les images, puisque vous voulez représenter des images, quelles sont les premières images qui vous sont venues à l'esprit et au bout des doigts? Oui, curieusement, alors, les images, c'était un monde végétal, c'était la forêt, c'est un peu comme si l'âme intérieure était une sorte de selva oscura, cette forêt sombre dans laquelle on est perdu et dans laquelle il faut retrouver son chemin. Si vous voulez, vous trouvez ça, de très beaux arbres. Vous trouvez ça dans Dante, vous trouvez ça dans le Songe de Polyphile, vous trouvez ça dans tout un tas d'œuvres, même dans Bernard de Clairvaux, qui dit que les arbres, le chêne et l'être et le chêne vous apprendront plus que tous les livres, etc. Et que les pierres crient, et que enfin bref, vous avez tout un monde qui vous parle à travers la forêt. Et je pense que c'est un peu des enracinements très lointains que l'on ne comprend pas soi-même. C'est-à-dire qu'au fond, disons qu'il y a moi j'ai toujours été prise dans cette polarité du Sud et du Nord, l'ordre musical et nombré du bord de la Méditerranée et cet ordre végétatif qui a donné les cathédrales, qui est dès qu'on dépasse la Loire et qu'on va vers le Nord. Et bon, moi je suis prise entre les deux. J'ai mis très longtemps à comprendre à quel monde j'appartenais d'ailleurs, parce que chaque fois que je traverse les Alpes et que je descends en Italie, c'est comme si je rentrais à la maison et je me trouve... au fond, je pourrais m'asseoir en face du paysage et attendre que la mort vienne me chercher, parce que j'aurais besoin de rien d'autre. Et heureusement, je suis née dans des pays brumeux, comme ça, je m'enferme dans mon atelier et j'ai compris aussi que j'étais plutôt attirée par une lumière gothique, c'est-à-dire, vous savez, cette lumière qui vient du fond et où on voit tout en contre-jour. C'est quand vous vous promenez au coucher du soleil et que vous voyez tout se dessine sur le ciel et vous avez la lumière qui vous arrive comme ça. Bon, et ça c'est le monde gothique, c'est le monde de Van Eyck, c'est le monde des cathédrales avec les vitraux, c'est toute une déclinaison de l'ombre et de la lumière qui donne du volume aussi. Alors que vous traversez les Alpes et que voyez-vous le soleil du matin qui se pose sur un mur et vous avez une fresque avec ce côté un peu poudreux, ce côté beaucoup plus plat et beaucoup plus poudré, si on peut dire. C'est une autre lumière, mais au fond, on peut l'aimer et puis ne pas savoir la faire. Donc, je me suis dit, voilà, je me sens chez moi sur les bords de la Méditerranée, mais au fond, je peins comme quelqu'un qui vient du Nord, voilà. Vous avez employé le mot fresque. L'une de vos premières fresques... Ah non, je n'ai jamais fait de fresque, hélas. De grands tableaux, tout de même. Ouais. De grands tableaux, puisque je les ai vus, représentant la Genèse. Vous avez raconté la Genèse. Oui, j'ai fait une série de gravures sur la Genèse. Oui. Parce que justement, je me posais la question... C'était le moment où, évidemment, on vivait toutes sortes de grandes révolutions idéologiques. Mai 68, toute la suite de mai 68, j'ai vécu ça, évidemment... au cœur où ça se passait, là où ça bouillonnait. Et évidemment, je me posais la question, mais qu'est-ce que la création? Et puis tout d'un coup, m'est venu ce texte très mystérieux de la Genèse, et au fond, il y a tout ce travail de miroir. On comprend comment fonctionne la création quand on comprend comment Dieu procède. Oui, c'est ça qu'on voit très bien dans votre œuvre. Un travail de miroir. La séparation entre la terre et l'eau. Oui, alors il y a évidemment la sortie du chaos, la séparation des éléments, et le retour. À la fois, on sort du chaos et on revient à l'unité. C'est tout un travail d'unification qui se fait, mais il faut partir du chaos. Et alors c'est ça. On rentre un peu dans les mystères de l'art, de comment fonctionne un peu notre esprit quand
quand il est absolument écrasé par toutes sortes d'impressions, d'émotions, de sens, et qu'il faut finalement, avec tout ça, faire une image. C'est un travail qu'on ne peut faire qu'avec les mains. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, le problème d'aujourd'hui, c'est que nous sommes écrasés par un clergé qui est omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire, nous n'avons pas qu'un seul clergé, nous en avons au moins 5. Nous avons, nous avons les théoriciens de l'art, nous avons les fonctionnaires de la culture, nous avons le clergé, messieurs les évêques, etc., qui se mêlent d'art, vous avez les journalistes, vous avez les médias, et même aujourd'hui, les magistrats se mêlent de dire ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Donc tous ces gens-là nous disent à nous ce qu'on doit faire. Mais comme ils ne se servent pas de ses mains, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, parce que vous n'êtes pas... moi, je ne suis pas conceptuelle, donc... Vous n'êtes pas une artiste silencieuse. Vous trouvez que ça suffit, on vient un peu trop dans votre atelier... Que le clergé reste dans ses sacristies, monte une pipe. Enfin, le clergé, dans l'esprit... Au sens large. Le clergé, c'est une expression très amusante. Ils veulent rayer le christianisme des écrans, mais ils se comportent comme un nouveau clergé. Ce sont absolument... Mais je dirais... Avec des oukases, des condamnations au bûcher. Ouais, voilà. Tout clergé, d'ailleurs, c'est normal. Un clergé... D'ailleurs, c'est ce que dit Hannah Arendt. Elle dit tout clergé a une tentation totalitaire. Disons que la pente naturelle, c'est le totalitarisme. Et qu'il faut être un saint pour y résister. Et il faut aimer les autres, effectivement. Et puis, il faut avoir le sens du mystère pour résister à tout totalitarisme. Si vous n'avez pas le sens du mystère, vous ne pouvez pas. Alors, vous écrivez, et vous écrivez des livres excellents qui sont reconnus parce que vous avez mené 2 enquêtes, j'ai envie de dire, l'une sur l'art sacré et l'autre sur l'art caché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? En 2 mots, je me suis rendu compte que ce qui était dit sur l'art et ce qui se passait en France depuis beaucoup d'années, presque un demi-siècle, ne correspondait pas à la réalité, parce que je l'ai vécu vraiment au jour le jour, en rencontrant tout le monde, en étant dans la marmite et en étant témoin direct de beaucoup de choses qui se sont passées en France et même à l'étranger. Et donc, quand vous vivez ça et que vous lisez sur ce qui est rapporté, vous vous dites ça ne correspond absolument pas à ce que je vis tous les jours. Donc, je me suis dit, il faut l'écrire. Et je me suis aperçue, évidemment, qu'il y avait, pour ainsi dire, pas d'artiste, c'est-à-dire cette position de l'artiste qui voit l'époque et qui essaye de la comprendre et se situer par rapport à elle. Les 3/4 des gens qui en parlent, c'est le clergé. Et nous, on la ferme. Bon. Donc, j'ai pris la plume et j'ai commencé à raconter... Oui, il n'y a plus aucun ministre de la Culture qui soit un artiste. Alors, évidemment, non. Ce sont des fonctionnaires. Vous savez, nous avons des inspecteurs de la création en France. Des inspecteurs. C'est le dernier pays, je dirais... je ne parle pas de Cuba, je ne parle pas de la Corée, qui sont un peu des pays à part. Mais à part ça, il n'y a aucun pays qui a des inspecteurs de la création. Les soviétiques ont eu des ingénieurs des âmes en chef. Ouais. Voilà. Et en fait, quand eux ont fini d'en avoir, nous avons commencé à avoir un corps qui s'est constitué avec un concours. Inspecteur de la création. Vraiment... Et c'est eux qui disent ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Ouais. Qui est un bon artiste et qui est un mauvais artiste. Et en plus, ils ont le culot de défendre un seul courant qui est le courant conceptuel. Oui. Et en plus, ils ont le culot de dire que tous ceux qui ne font pas ça sont des méchants. Voilà, pour ne pas dire d'autres mots que tout le monde... Des méchants, des bons à rien. Et... Non, des méchants. Oui. Des méchants qui pensent mal, qui sont des dangers pour la société, etc. Alors, ça fait beaucoup quand même. Si vous voulez, alors, il faut aller se confesser aujourd'hui. Il faut aller... sinon, on ne vous donne pas les sacrements. C'est dur,
C'est la dure, la vie d'artiste. Vous avez réussi à exposer, heureusement que... malgré tous ces oukases des inspecteurs. Vous avez non, mais il y a des galeries à Paris quand même. Il y a des galeries libres. Bien sûr. J'ai envie de nommer la galerie de la Place des Vosges, la galerie Mouvance. Ouais. Vous travaillez à une autre exposition? En ce moment, non. Vous avez été prise par ces ouvrages? Oui, un peu trop. Et puis en ce moment, c'est pas la peine de se fatiguer. En France, il ne se passe rien. Oui. Et même pour l'art conceptuel, car imaginez que tout cet art qui a été littéralement transfusé, aidé, subventionné, parce que tout passe par l'État en France en matière de création. Nous n'avons pas un ministère de la culture, nous avons un ministère de la création, comme il y avait en Union soviétique. Eh bien, ils ont véritablement perfusé tout le monde. Il n'y a pas un artiste conceptuel, hein, parce que le top 100, c'est que ça. Oui. Pas un artiste français au top 100 de l'art dans le monde. Le top 100, sur 100 artistes, il n'y a pas un français. C'est fabuleux tout de même. Quel échec! Mais ces gens-là ne parlent jamais d'un échec. Or, c'est un échec. Bon, puisqu'ils ont subventionné cet art conceptuel, très bien. Mais alors, ils n'ont fait que subventionner les artistes étrangers avec un... Oui, ils ont surtout subventionné tous ceux qui sont dans les 100. Comme par exemple en ce moment, Jeff Koons, évidemment, il est dans le top 100. Jeff Koons. Alors justement, vous avez lâché le nom. Est-ce que tout de même, il n'y a pas une légère dégringolade qui est en train de se passer avec le plug anal de la place Vendôme qui a tout de même choqué plus d'un et qui a montré que le roi était nu, et puis le dernier procès de Jeff Koons qui est tout simplement accusé de photocopie. Mais si vous lisez L'Art caché, donc, qui est un de ses livres qu'il écrit, tout ça se produit tous les jours depuis 30 ans. Seulement, voilà, en France, il n'y a pas de débat sur l'art. Et il se trouve que il y a eu 2 petits moments depuis plus de 30 ans, 35 ans, où le débat s'est un peu ouvert pour qu'il puisse être visible à ceux qui ne sont pas dans la marmite comme nous, c'est-à-dire au public, à ceux qui nous écoutent, par exemple. Il y a eu quelques mois, entre 96 et 97, exactement de novembre 96, c'était Jean Baudrillard qui avait écrit dans Libération une question qui était « L'art contemporain est-il nul ?» Bon, et ça avait créé un traumatisme. Un traumatisme, mais tout Paris était sans dessus. Tout dans la demi-heure qui a suivi la parution, tous les artistes étaient sur le pont en train de se dire « Que se passe-t-il ?» Il se passe quelque chose. Il y a eu une discussion qui a duré dans tous les journaux jusqu'à exactement mai, où la discussion a été enterrée et où il n'a plus été question, dans aucun journal, de rouvrir le débat jusqu'à exactement octobre de cette année. Parce que d'habitude, quand il y avait un petit débat qui démarrait, immédiatement, on avait identifié ceux qui avaient fichu la pagaille et critiqué comme d'extrême droite, etc. Enfin bref, donc la bataille démarrait, ça donnait une célébrité à l'œuvre encore plus grande. Et puis, vous avez connu ça à Versailles, ma chère Anne, vous avez connu exactement ce que je raconte. Donc, on vous accuse d'être des affreux, des abominables, etc. Et puis, tout se referme. Ils ont eu leur célébrité, ça a fait le scandale, la cote a monté, mais plus rien, on n'en parle plus. Or, tout d'un coup, en octobre, après le plug anal et après Jeff Koons, vous avez eu une sorte de rejet, même de la part des journalistes qui ont eu l'impression que c'était un peu du sable mouvant sous les pieds, et que quand même en France, il y a peut-être des limites qu'on ne peut pas dépasser, et qui ont été extrêmement gênés, et qui ont commencé à dire « oui, peut-être, ça pourrait ne pas aller, comment ?» Et puis vous avez même des gens qui ont été plus loin, enfin bon, et ça continue. Il y a eu, dans Art Press, Art Press a considéré que c'était pas Puis bien. Il y a eu les grands articles de Nouvelle Obs, il y a eu Le Monde. Les livres de Jean Brune. Et même Le Figaro. De Jean Clair. Même Le Figaro. Jean Clair. A critiqué. Alors, trois termes à retenir, chers amis téléspectateurs. Art sacré, art caché
et enfin art financier. Mais regardez, allez sur Internet, voir l'atelier de Aude de Queyros, et vous verrez quelle grande œuvre c'est. Et en effet, le poids du végétal dans votre œuvre, le poids de la lumière, le poids des couleurs, et vos personnages que j'aime beaucoup, qui sont vivants, qui sont tout à fait... C'est dur de parler de peinture. C'est dur de parler. Mais ils sont vivants, ils sont en mouvement, ils s'échappent d'arbres, ils naviguent, ils marchent. Et cette œuvre est une œuvre extrêmement attachante. Merci beaucoup, Aude de Queyros. Merci, Anne. Et dès qu'une exposition est annoncée, vous vous remettez au travail, vous cessez d'écrire, vous avez tout dit, vous remettez au travail, et nous invitons les téléspectateurs de TV Liberté à venir vous rencontrer. Merci beaucoup, Aude de Queyros. À très bientôt pour une autre séquence de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique Défense du patrimoine, nous avons invité un grand défenseur de la langue française. J'ai nommé Monsieur Hubert Joly. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire général du Conseil international de la langue française depuis presque 45 ans. C'est une association privée. C'est exact. Pouvez-vous faire un constat sur la situation de notre langue française aujourd'hui en France et dans le monde? Il est difficile de faire un constat objectif sur la situation, car si l'on compte le nombre de francophones, on voit qu'il n'a jamais été aussi grand à la surface de la Terre. Et on nous promet même, à mon avis, promesse exagérée, 750 millions de francophones en l'an 2050, ce que je crois une faribole totale. Mais le reste de la situation du français, c'est autre chose. Est-ce que notre langue est capable aujourd'hui d'exprimer toutes les réalités du monde moderne? Voilà notre combat. Donc, cela signifie avoir une terminologie scientifique et technique qui reflète les besoins de notre société, et le tout anglais que l'on pratique aujourd'hui est évidemment scandaleusement néfaste. Malheureusement, la plupart des entreprises et même parfois des administrations ne se rendent pas compte que la civilisation est un tout et que la langue doit être intimement liée à la science et à la technique comme à tous les moyens d'expression. Alors, l'une des premières activités de votre association, en effet, est la publication de dictionnaires de langue, je dirais, professionnels. Oui. Et c'est vrai qu'un dictionnaire des termes médicaux, un dictionnaire du terme de l'aéronautique, on conçoit en effet que ça soit extrêmement important dans le monde pour permettre à des tas de gens qui voudraient travailler dans nos industries avec des ingénieurs français de pouvoir communiquer. Mais est-ce que votre grand ennemi, là, est encore une fois l'anglais? Oui, bien entendu. Nous nous efforçons cependant d'avoir toujours des passerelles avec la langue anglaise. Et tous nos dictionnaires présentent des entrées en anglais. Ce que nous recherchons, c'est d'ouvrir le spectre linguistique et d'avoir également des correspondances avec l'allemand, l'italien, l'espagnol, car nous sommes fondamentalement persuadés que l'avenir de l'Europe l'exige, mais aussi nous devons nous ouvrir sur les autres pays proches de nous, comme par exemple ceux de la Méditerranée et notamment la langue arabe. Donc vous commencez à faire des livres avec des dictionnaires? Oui, bien sûr, bien sûr. En ce moment, je travaille à un dictionnaire des sciences arabe-français destiné aux élèves tunisiens du secondaire.
de manière à leur donner environ 2500 termes dans 5 domaines des sciences pour qu'il y ait un vrai bilinguisme. Et j'imagine que ce comportement doit vous attirer beaucoup d'amitié des pays en question. Bien entendu, quand on parle aux gens leur langue, on va directement à leur cœur. Bien sûr. Donc c'est une technique et une discipline que l'on doit pratiquer. Oui. Moi-même, je baragouine mal l'arabe, mais le peu que j'en fais a toujours des résultats très positifs. Oui. Et l'inverse est valable. Quand nos amis anglais, comme selon l'expression, impose l'anglais absolument partout, depuis l'université jusque, vous me l'avez dit, en dehors des micros, vous avez vu des factionnaires devant les ambassades ou devant la cour administrative d'appel de Paris. Un homme qui portait le nom Bodyguard. C'est un non-sens, alors qu'il aurait dû avoir sur le ventre la pancarte Accueil. Accueil, oui. Tout simplement. Oui, oui. Alors, comment expliquez-vous cette soumission? On dit souvent, c'est une expression de Paul-Marie Couteau que j'aime beaucoup, l'esclave parle la langue du maître. Comment expliquez-vous cette espèce de soumission totale dans tous les domaines cinématographiques, administratifs, oui. à l'anglais? Je l'explique d'abord par le fait que nous avons perdu 2 guerres mondiales et que par conséquent notre puissance générale s'est abaissée considérablement pendant que le monde anglophone gagnait en puissance avec les États-Unis. Bon, ça n'est un secret pour personne. Dans la mesure où nous ne sommes pas les plus hardis, les plus imaginatifs, où nous n'apportons pas nous-mêmes des concepts nouveaux utiles à la société, il est certain que ce sont ceux qui apportent ces concepts qui tiennent le haut du pavé. Bon, et puis la finance, ça joue quand même un rôle, et le calibre des canons, comme je vous le disais, ça compte également beaucoup. Si on n'a pas le plus gros canon du monde, on n'a aucune chance d'imposer sa langue. Oui, oui. Vous proposiez que l'on fasse une souscription pour construire 2 sous-marins, pas de sous-marins, de porte-avions, et ainsi la langue française se porterait mieux dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet, mais là où je crois que ce serait utile, ce serait par le sentiment que les Français auraient qu'ils représentent encore quelque chose à la surface de la Terre, même si le lien linguistique n'est pas assuré. En tout cas, on parlerait peut-être français sur les porte-avions. Alors, dans vos publications, il y a aussi pour les enfants des contes bilingues, ce qui en effet est très important, puisque si les enfants très tôt ont ce texte, un texte dans leur langue et un texte en français en regard, ils vont progresser. En réalité, vous pensez que celui qui parle plusieurs langues voit son intelligence s'accroître? Sûrement, il n'y a aucun doute là-dessus. Si nous faisons ces contes de la tradition orale bilingue, c'est parce que nous avons aussi une conception politique des choses. À partir du moment où nous refusons le diktat du tout anglais, nous devons considérer que pour chacun, sa langue est la meilleure du monde. Et par conséquent, nous n'allons pas faire de l'impérialisme linguistique français et refuser aux Africains ou aux arabophones, par exemple, le droit de pratiquer leur langue dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Oui, non, votre logique est en béton, comme disent les jeunes, et en plus de ça, elle est très élégante humainement. Et on voit très bien que partout dans le monde, le problème de la langue est crucial. Il n'y a pas que l'anglais. Les Ukrainiens qui viennent de refuser que tout l'Est parle russe, alors que ce sont tous des russophones, on l'a vu, a provoqué des colères absolument sanglantes. Et nous essayons de dépasser le domaine de la francophonie. Notre dernier bébé, ce sont des récits ouzbeks qu'une de mes collaboratrices est allée collecter à Samarcande et qui sont pleinement bilingues. À Samarcande. Bon, qui utilisera l'ouzbek en France? Peut-être pas des quantités de gens, mais nous montrons aux Ouzbeks que nous considérons que leur langue est bonne pour eux.
Et vous montrez que la France est attentive à leur culture. En plus. Et donc, vous les disposez merveilleusement voilà. à l'égard de la France. Et les gens qui parlent français tout en étant étrangers peuvent trouver par ce biais un accès à l'ouzbek par l'intermédiaire de la langue française. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que, action de publication, beaucoup de belles éditions, est-ce que vous avez un site internet, bien sûr, qui est tout simplement le CILF. Quelles sont vos autres actions? Est-ce que vous, par exemple, vous avez des actions de procédure quand un certain nombre de gens bafouent systématiquement la loi, par exemple les titres des films en anglais? Non, nous ne le faisons pas parce que d'abord nous y passerions nos journées et que d'autre part il y a plusieurs autres associations qui sont mieux outillées que nous pour faire ce travail. C'est très astreignant de faire des travaux juridiques et nous préférons, nous, avancer sur le fond des problèmes linguistiques. Donc, notre politique d'édition de dictionnaires, de tradition orale, de manuels de formation pour les pays d'expression française du tiers-monde, d'enseignement du vocabulaire, de numérisation de notre fonds éditorial, voilà ce qui est notre grand axe de marche. Grand axe de marche. Vous publiez un journal, une revue? Nous publions 2 revues. Une revue de terminologie qui s'appelle La Banque des mots, qui présente des tranches de termes scientifiques et techniques avec traduction, etc., etc. Et une revue de linguistique qui est, je crois, dans sa 88e année. Donc, ça n'est pas rien. Quelquefois, je dis aux auteurs très savants de cette revue qu'ils gagneraient à la traduire en français, mais ma remarque ne leur plaît pas toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est... Parce que c'est un langage très abstrait, très abscon, et le langage de la linguistique n'est pas fait pour le commun des mortels. Non, c'est sûr. Pour le peu, quand j'en connais, je les fuis assez rapidement. Alors, vous avez une activité aussi d'apprentissage de la langue française à l'étranger. Pouvez-vous nous parler de cette très importante activité? Alors, elle n'est pas très importante en volume, mais nous avons mis au point avec des collègues linguistes ce que nous croyons être une expérimentation nouvelle de l'apprentissage du vocabulaire français sur la base d'un premier dictionnaire très riche qui a été fait par une universitaire nommée Jacqueline Picoche, de 15 000 termes, et ça s'appelle le dictionnaire du français usuel. Mais comme ce dictionnaire était vendu trop cher, nous l'avons réduit de moitié et il est devenu ce qu'on appelle Vocalire. Et à partir de ce Vocalire, nous avons tiré un système informatisé qui permet aux enseignants de prendre sur 8 niveaux de langue un certain nombre de termes spécifiques adaptés au niveau des élèves et de faire travailler les élèves dessus. Il y a seulement 18 termes par année de scolarité, mais les enseignants sont invités à exploiter la totalité du vocabulaire à l'image des propositions que nous faisons, avec petites vidéos, retour d'expérience des enseignants, fiches témoins et surtout une volonté de faire découvrir aux enfants la langue à partir d'abord du vocabulaire, mais aussi de la syntaxe. Et donc toutes les expressions du vocabulaire leur sont peu à peu proposées par les échanges qu'ils ont entre eux et ensuite les enseignants leur demandent de les classer en catégories qui peuvent être extrêmement variées, puis de faire de la production orale et ensuite de faire de la production écrite. Oui. Et les expérimentations que nous avons faites en France, à Nancy, à Lille, à Paris et maintenant que nous lançons en Tunisie sont, à mon avis, très encourageantes car les élèves réagissent très bien. Et alors, c'est du matériel sur Internet? Oui, tout ça est informatisé et très facilement accessible. Donc très facilement accessible. Oui. Ça, c'est une chance pour l'enseignement. Oui, bien sûr. C'est une fantastique chance, parce que ça... Oui. Et alors, c'est d'un transport infiniment plus aisé bien sûr, que les tonnes de livres. Et puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde peut y accéder. Alors,
Comment assumez-vous tous ces frais? Puisque c'est, encore une fois, une association privée. Alors, nous avons eu dans le passé des subventions, mais vous savez que la subvention est un matériel qui fond comme la neige au soleil et que bientôt le mot de subvention n'aura plus lieu de figurer dans les vocabulaires, car la chose aura disparu. Aussi, le Conseil international a-t-il été amené à élaborer en une quarantaine d'années une politique immobilière. Et c'est cette politique immobilière qui m'assure un minimum de subsides pour payer mes salaires et mes impôts. Voilà. Très bien. Très, très astucieux. Comme la cathédrale de Strasbourg. Alors, la cathédrale de Strasbourg, malheureusement, n'est pas à vendre ni à donner. Sans ça, je rachèterais peut-être la flèche. Non, mais la cathédrale de Strasbourg est entretenue par son fantastique fonds de biens immobiliers. Alors, vous proposez, dans votre, et je le comprends fort bien, dans votre souci de répandre cette langue française, cette belle langue française si compliquée, vous proposez une réforme tout à fait étonnante. Pouvez-vous nous parler de cette réforme? Effectivement. Nos linguistes ont constaté depuis très longtemps qu'il y a un sujet sur lequel les Français ne sont pas d'accord, c'est l'accord du participe passé. Ça remonte tout de même à la Renaissance. Oui, c'est une vieille histoire. À l'époque, on ne savait pas comment faire pour accorder le participe passé aussi bien avec le verbe avoir qu'avec le verbe être. Et un monsieur qui s'appelait Clément Marot avait édicté une sorte de règle selon laquelle on accorde le participe passé lorsque l'antécédent précède le verbe, etc. etc. Et à l'époque, c'est un système qui a déjà été très critiqué, car Marot s'était inspiré de l'italien. Et la grammaire de l'italien ne fonctionne pas comme la grammaire française. Résultat, depuis 5 siècles, personne en France n'est capable d'accorder correctement le participe passé, et je vous surprendrai peut-être en vous disant qu'un très petit livre qui s'appelle « Accordez vos participes », publié chez Albin Michel, recense en plus de 100 pages 24 formes différentes d'accord du participe passé. Si je pense à la francophonie, si je pense que 90% des futurs francophones n'ont appris ni le grec ni le latin, je pense qu'il faut, sur un certain nombre de points, leur apporter une simplification véritable. D'où l'oukase que nous proclamons et qui est désormais « on n'accordera jamais le participe passé avec le verbe avoir, on l'accordera toujours avec le verbe être », y compris dans les complications des verbes pronominaux. Donc cela a le mérite d'être radical et simple. Mais bien entendu, on ne va pas fusiller les personnes qui vont continuer à dire « la robe que j'ai mise ». Ah, vous me rassurez. Non, je ne fusille pas. Quelquefois, le poison est plus commode que fusiller. Mais alors, de toutes les façons, quelles sont les instances qui peuvent décider? Que vous décidiez cela pour dans vos livres d'apprentissage du français à l'égard des francophones du bout du monde, ça se conçoit très très bien. Mais en France et dans les écoles, c'est le ministère de l'Éducation. Bien entendu. Nous proposons. Vous proposez. Nous demandons aux inspecteurs généraux d'étudier la question et nous attendons des réponses des différents ministres à qui nous écrivons. Quand je dis nous attendons, ça veut dire que nous n'avons pas de réponse. Pas de réponse. Pourtant, il devrait se précipiter compte tenu des mœurs actuelles. Il devra en tout cas dire oui ou non. Puisque le point-virgule est fasciste. Mais on peut considérer que qui ne dit mot consent. On va tout supprimer, on va supprimer bien évidemment les difficultés orthographiques, les difficultés grammaticales. Nous ne sommes pas pour n'importe quelle réforme de l'orthographe, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Car l'orthographe du français est extrêmement complexe parce qu'elle est stratifiée par l'histoire et par l'apport des mots étrangers. Par conséquent, on ne peut pas faire n'importe quoi. En français, il n'y a aujourd'hui que très très peu de règles qui peuvent être enseignées. Tout repose sur la mémorisation. Mais si l'on pouvait rationaliser les choses
et favoriser des simplifications qui puissent être enseignées, ce serait quand même bien. En 1990, l'Académie a décidé de faire des rectifications orthographiques. Elle a éliminé des choses qui traînaient dans les vieux dictionnaires depuis 4 ou 5 siècles et elle a rationalisé un peu. Oui. Sur un point qui n'est pas connu du tout, elle a pris une décision qui est la suivante. L'accent circonflexe est supprimé sur I et U, sauf dans les formes verbales et dans quelques homonymes comme sur, du, mur, etc., etc., etc. C'est une règle qui serait facile à enseigner et ça ne mange pas de pain. Il y a longtemps que l'accent circonflexe sur I et sur U n'a plus la valeur du S qu'il était censé remplacer. Cela dit, comme on va supprimer l'imparfait du subjonctif... Non, on ne supprime pas l'imparfait du subjonctif. Beaucoup de professeurs considèrent ni le passé simple. Les formes verbales ne sont pas touchées par cette réforme. Beaucoup de professeurs considèrent que c'est complètement inutile. Les professeurs ont droit de penser ce qu'ils veulent. Élitiste, et donc à dégager voie 13, puisque nous sommes dans un pays tout à fait démocratique, égalitaire. Allez à Haïti et vous verrez que les gens les plus pauvres du monde emploient mieux l'imparfait du subjonctif que nous. Ça, c'est fantastique. Vous me rassurez. Bon. En tout cas, le sondage sur votre site, encore une fois, est très favorable à cette réforme. Alors, il suffit que les auditeurs ou les téléspectateurs aillent sur le site Réforme du participe passé, tout lié et sans accent, oui. Et ils ont là la possibilité de répondre à un sondage en 3 points sur 3 des propositions que nous faisons sur l'accord du participe passé, et libre à eux de répondre non, s'ils veulent répondre non. Oui. Oui. Nous n'allons pas empêcher les gens qui pratiquent les accords actuels du participe passé de continuer à les pratiquer. On pourra le faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour les petits élèves du monde francophone qui ne connaissent ni le grec ni le latin, et qui vivent dans des conditions de scolarité extrêmement difficiles, si on peut leur apprendre quelque chose de simple, je trouve que ce ne serait pas plus mal. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Est-ce qu'on peut adhérer à votre association? Bien entendu, ce serait même avec joie. Vous acceptez avec joie les adhésions? On trouvera ça sur le site du Conseil international. Conseil international de la langue française. Vous dites, c'est merveilleux cette annonce, 750 millions de francophones, c'est tout de même une puissance extraordinaire. Oui, mais en réalité, il faut voir les choses. 8% des filles sont alphabétisées en Afrique. Oui. Bon, alors on a tendance à mettre dans les 750 millions de francophones tous les gens qui sont barbouillés en rose sur les cartes. Oui. Tous sont loin de pratiquer le français. Cela dit, il est sûr que le français se bétonne en Afrique et même en Afrique du Nord. Et par exemple que le français est de plus en plus usité dans les capitales africaines, notamment lorsque des gens de 2 ethnies différentes se rencontrent et se marient. Et ne peuvent pas se parler leur langue français. Commune devient le français. Oui, oui. Voilà. Donc il y a un très grand avenir à condition que nous sachions faire l'effort de soutenir la scolarisation en Afrique. Et j'aime autant vous dire que ce n'est pas de la tarte. Non, c'est un travail énorme, colossal, auquel nous devrions attacher plus d'importance. Bien évidemment. J'y ai participé il y a quelques dizaines d'années et je souscris particulièrement à vos propos. Chers amis de TV Liberté, vous avez vu que ce Conseil général, ce Conseil international de la langue française fait un extraordinaire travail. Merci beaucoup, Monsieur Hubert Joly. Et revenez nous annoncer d'autres importantes nouvelles. Oui, tous les jours, je vais revenir. Pas trop, s'il vous plaît, de simplification des règles grammaticales, sinon l'ancien prof que je suis va devenir malade. Si vous lisiez Montaigne, vous verriez que ces graphies sont incompréhensibles de nos jours. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur. Voilà, madame. Amis de TV Liberté, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie de votre accueil.